Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis Hervé Fournier de Terra 21 et je vais avoir le plaisir d'animer cette soirée, cette table ronde en votre compagnie. Merci Madame la vice-présidente de Nantes Métropole, merci Monsieur le président de l'université pour nous avoir quelque part lancé à travers quelques illustrations, quelques enjeux autour de cette notion de risque. J'appelle auprès de moi nos deux premiers intervenants pour cette soirée, cette table ronde, donc Claude Gilbert et Rony Broman, notre grand témoin. Voilà, merci. Vous pouvez les applaudir, oui, merci pour eux. Claude. Nous allons donc commencer avec nos deux premiers intervenants. Claude Gilbert, vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS. Vous êtes responsable des activités scientifiques de la Fondation de la culture pour la sécurité en milieu industriel. Et puis vous exercez également un certain nombre de responsabilités au Conseil des biotechnologies. On parlera peut-être du risque associé aux OGM. Rony Broman, vous avez été pendant de nombreuses années, Monsieur le Président l'a rappelé, président de MSF. Vous en êtes toujours acteur, j'allais dire, puisque vous exercez la mission de responsable ou directeur de recherche au sein de la Fondation MSF. Vous êtes également professeur associé à l'Institut d'études politiques de Paris, encore pour quelques semaines, vous nous avez dit, et essayiste aussi sur de nombreux ouvrages qui nous permettent de partager votre expérience depuis les années 90. Alors je vais céder tout de suite la parole à Claude Gilbert. Alors nous avions un titre pour cette conférence qui était vers le risque zéro. Je ne crois pas que le titre soit réellement celui que vous auriez aimé adopter pour cette présentation. En tout cas, il vous revient de situer un peu les termes du débat qui va donc nous occuper ce soir et nous permettre aussi de poser les enjeux, les questions de définition autour de la notion du risque. Je vous cède la parole. Je vous donne un micro. Oui, merci, c'est pratique. Bien, tout d'abord, merci pour cette invitation. Donc, très rapidement, c'est vrai que le risque zéro, c'est une question qui est un petit peu problématique, notamment pour les chercheurs, parce que c'est une notion, mais c'est un slogan. C'est un slogan qui est très partagé, et on en discutait tout à l'heure. Le risque zéro, maintenant, il est convenu de dire que le risque zéro est impossible, mais nous faisons tout ce que nous pouvons, nous développons toutes les techniques, nous mettons tous les financements de façon à faire en sorte de gérer les risques. Donc, pour cette raison, et comme cela est discutable, cette notion est un petit peu problématique. Mais je voudrais articuler mon propos d'abord en mettant en relation avec ce que disait le président de l'université. La question des risques est devenue une question académique, c'est-à-dire traitée par la recherche, traitée par l'enseignement, depuis assez peu de temps en France. On peut situer dans les années, fin des années 80, l'apparition des grands programmes de recherche, que ce soit au CNRS, que ce soit à l'INSERM, que ce soit à l'INRA ou dans d'autres organismes. C'est-à-dire que ce n'était pas tout à fait évident que ce soit une question véritablement, je parle dans le domaine des sciences humaines et sociales, c'était pas tout à fait évident que ce soit une question de recherche. C'était plutôt considéré comme un problème de gestion, simplement. Et il a fallu convaincre, on était quelques-uns à convaincre les autorités de la recherche pour leur dire non, c'est une question de recherche. La preuve, aux États-Unis, ça fait déjà 20-30 ans qu'ils travaillent sur ces questions-là. Mais c'est établi, c'est une question de recherche, et au fond, les chercheurs ont travaillé, et ils ont tous travaillé dans une perspective qui est à peu près toujours la même, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un risque, qu'est-ce que c'est que cette chose qui peut advenir, qui peut provoquer des dégâts, des perturbations. Et les travaux sont très nombreux. Peut-être, si vous voulez, il y en a un qui symbolise un petit peu l'enracinement dans la recherche en sciences humaines et sociales. C'est celui, finalement, de la société du risque, d'Ulrich Beck, qui, je dirais, non pas fédère, mais est un gros indicateur de la façon dont la recherche s'est projetée sur ce qui pouvait advenir, ce qui pouvait arriver.
et qui pouvaient être tout à fait catastrophiques. Alors aujourd'hui, si vous voulez, mon propos va être complètement différent, parce que je considère que ça c'est acquis, et que si ça vous intéresse, il suffit que vous regardiez la littérature. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer qu'il y a un biais d'analyse extrêmement fort dans la façon de passer notre temps à nous projeter sur quelque chose qui peut arriver. Et pour illustrer mon propos, je partirai finalement d'un constat relativement simple. C'est que, vous l'avez tous entendu, après des accidents, après des catastrophes, après des choses comme ça, une fois assurées les phases d'urgence et de crise, il est toujours dit on va revenir à la normale. Et ce qui est très intéressant, si vous voulez, dans cette façon de parler de revenir à la normale, en fait, ça veut dire que le temps normal, c'est un temps pacifique, relativement calme, relativement stable, et que s'il y a quelque chose de véritablement dynamique, c'est dans ce qui peut arriver, et le état normal, c'est un état statique, tout simplement. Alors, ça pose un petit problème, et ce que je voudrais, si vous voulez, aujourd'hui, c'est me focaliser sur ce que je vais appeler la sécurité ordinaire. C'est à peine une notion. C'est tout ce qui renvoie à ces procédures qui font que le monde tient, que les choses se font, à peu près, qu'il ne se passe pas grand-chose, en tout cas, mais que les choses se font. Et cet état de sécurité ordinaire, il est très étonnant parce que par sa nature, il est étonnant parce qu'on ne s'y intéresse pas du tout. Et je voudrais aussi m'interroger aussi, en dernier lieu, comment on peut rattacher ça à une réflexion sur la résilience, qui est le nouveau mot, j'allais dire, à la mode, si on peut dire, dans le domaine du risque. Alors, c'est quoi ce que j'appelle finalement la sécurité ordinaire ? Eh bien, c'est une gestion banale dans les centrales nucléaires, dans les industries de la chimie, dans les transports, dans les hôpitaux, partout. C'est une gestion qui admet le caractère habituel des pannes techniques, des erreurs humaines, des problèmes organisationnels. Et c'est une gestion qui fonctionne de façon très dynamique. Il y a sans arrêt des erreurs, sans arrêt des problèmes, sans arrêt des pannes, sans arrêt des choses qui ne se passent pas comme elles devraient se passer. Et puis il y a des rattrapages. Et puis c'est une gestion qui considère que l'univers socio-technique et les ensembles naturels artificialisés, comme on dit, qui constituent notre environnement, sont des ensembles instables et qui sont jamais tout à fait sous contrôle. Donc vous voyez déjà ça par rapport, je dirais, à l'image, aux représentations que l'on a des risques, c'est assez différent. Cette sécurité ordinaire, elle est curieuse. D'abord, elle repose sur des tas de modalités, mais ça je passerai, c'est de la technique. Mais surtout, elle est fondée sur des compromis. C'est-à-dire, c'est une sécurité qui ne considère jamais la gestion des risques comme un impératif absolu. C'est une sécurité qui tient compte des problèmes de rentabilité, de la façon d'assurer la continuité des activités, la façon de s'arranger finalement, d'avoir des arrangements sociaux avec différentes personnes. C'est-à-dire que si on y réfléchit bien, cette sécurité ordinaire, elle intègre des logiques, des valeurs qui peuvent être contradictoires les unes par rapport aux autres. Donc vous voyez, par bien des aspects, c'est quelque chose d'assez singulier. Et puis, le plus surprenant, c'est que c'est une sécurité ordinaire qui est hétérogène, qui peut fonctionner à la fois sur la très forte procéduralisation, mais aussi sur des expériences, sur des cultures des risques. Mais elle fonctionne sur des compromis entre les acteurs. Et surtout, elle se fait sans ingérence des riverains, des usagers, des consommateurs, des ONG. Bref, c'est une question de spécialistes. Par ailleurs, c'est ce que je vous disais tout à fait au début, on ne la voit pas. On ne la voit pas. Vous ne savez pas, par exemple, et vous ne vous y intéressez pas, à la façon dont est maintenu au jour le jour un certain nombre
une certaine sécurité, que ce soit dans les supermarchés, pour alimenter au jour le jour, tout ça, ce sont tout un tas de procédures, j'allais dire, dont on ne s'intéresse pas. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que les acteurs de ces secteurs, les spécialistes, eux, ce qu'ils cherchent, maintenir la continuité de fonctionnement, quels que soient les problèmes, malgré les dysfonctionnements et malgré les conflits qui peuvent exister. Et une raison pour laquelle elle est occultée aussi, c'est qu'on s'intéresse pas à ça, mais quand on travaille dans le domaine des risques, on s'intéresse qu'aux risques extraordinaires. Alors, par ailleurs, et c'est peut-être sa caractéristique, c'est que tous les arbitrages, tous les compromis, tous les mélanges de valeurs qui ne vont pas ensemble et qui sont le fondement de cette sécurité ordinaire ne sont pas justifiables dans l'espace public. C'est-à-dire qu'il est impossible de rendre compte effectivement comment fonctionne une centrale nucléaire, sur quoi elle repose, quels sont finalement... Si vous regardez un petit peu, vous recherchez les informations, nous savons tout ça. Mais ça repose finalement sur un très grand nombre de modes de fonctionnement qui ne sont pas la règle absolue, le respect absolu de la procédure, la mise en avant de la sécurité comme quelque chose d'absolument impératif. Bien sûr que c'est impératif et ça varie selon les secteurs, mais c'est toujours l'objet de compromis qui, lorsqu'on les révèle dans la scène publique, deviennent insupportables. Pour dire les choses relativement simplement, notre réalité, ce qui nous permet, ce qui constitue le socle de notre réalité, est en fait difficilement justifiable lorsqu'on doit en rendre compte dans l'espace public. Ce qui se traduit d'ailleurs par des choses extrêmement pratiques, par le fait que, notamment, lorsque vous avez des responsables d'activités dangereuses, ils ont deux discours. Ils ont un discours pour l'interne, ils ont un discours pour l'externe. Le discours pour l'interne, il est un grand pragmatisme. Le discours pour l'externe, c'est un discours qui est en généralité sur la bonne gouvernance, les bonnes pratiques, le respect de l'éthique, des générations futures. Vous avez finalement tous ces mots-là qui viennent. Et ils l'admettent eux-mêmes, ils sont un peu schizophrènes lorsqu'ils doivent s'exprimer. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose que nous avons et qui est un peu problématique. Alors, il y a une notion qui est apparue dans le marché des idées, si on peut parler comme ça, qui a été d'ailleurs par un magazine américain qualifié en 2013 comme étant l'idée de l'année, et ça reste l'idée de l'année partout, maintenant, dans tous les secteurs, c'est la notion de résilience. Alors, si vous voulez, cette notion de résilience, elle est vraiment intéressante, parce que, et j'attire votre attention sur ce petit décalage théorique intéressant, c'est que quand vous parlez de risque, vous parlez de l'éventualité de quelque chose qui peut arriver. Lorsque vous parlez de résilience, ça change beaucoup. La résilience, c'est face au choc, face à l'événement. Et ça change beaucoup les choses. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, dans la notion de résilience, c'est qu'elle permet peut-être de raccrocher tout ce que je vous ai dit sur la sécurité ordinaire. Parce que la résilience, c'est pas simplement faire face au choc, avec les mesures exceptionnelles, les dispositifs exceptionnels, tout ce que les États, la puissance publique mettent en scène habituellement lorsqu'il se passe quelque chose. Mais la résilience, c'est résister et c'est durer. Et c'est durer en s'appuyant sur quoi? Un peu sur les mesures exceptionnelles. Mais les mesures exceptionnelles, vous savez, ça dure le temps de vie d'une mesure exceptionnelle, le temps de vie d'un plan exceptionnel. C'est une semaine, 15 jours. Très vite, j'allais dire, il faut s'asseoir, se réasseoir sur des procédures ordinaires. C'était un peu la question qui avait été posée dans toutes les réflexions qui s'étaient engagées autour de la pandémie grippale, et notamment du côté des autorités, avec des chercheurs, qui se posaient la question s'il y a une pandémie grippale, et là il y avait beaucoup de mesures exceptionnelles qui étaient prévues,
Mais lorsqu'on discutait finalement avec les responsables des différents ministères, ils disaient, les mesures exceptionnelles, on va tenir une semaine avec les mesures exceptionnelles. Après, il faudra bien rentrer, retrouver finalement la continuité des activités, retrouver le chemin, non pas d'une normalité, mais des choses plus courantes, plus habituelles. Alors, si on examine la résilience, qu'est-ce qu'on peut faire comme, dans une première approche, qui est une notion floue, ambiguë, elle est intéressante. A priori, elle permet de réfléchir sur ce qui fait tenir les structures, les organisations, les villes, les métropoles, peu importe. Elle permet de porter attention sur ce qui peut nous aider à durer dans un hôpital, dans une entreprise, dans une famille aussi. Elle permet donc de raccrocher, si vous voulez, de façon intéressante, les questions ordinaires et les questions exceptionnelles. Cela dit, elle présente aussi un inconvénient et un inconvénient majeur. C'est que lorsque vous parlez de résilience, c'est aussi une façon un petit peu étonnante de dire nous entrons dans un nouveau monde. Nous entrons dans un nouveau monde où ce ne sont plus les autorités, ce ne sont plus ceux qui sont en charge des risques, qui vont faire tenir les choses, mais ce sont les citoyens, les entreprises, les collectivités locales, etc. Et du coup, la notion de résilience est un petit peu ambiguë dans la mesure où elle s'accompagne aussi d'un transfert de responsabilité. Donc vous voyez, la question, si vous voulez, sur laquelle je voulais un petit peu vous porter votre attention, nous sommes quand même dans une drôle de société. Nous sommes dans une société qui est complètement projetée sur le pire et qui a il y avait de très intéressantes interventions cet après-midi à ce sujet, complètement projetée sur le pire, mais une société qui ne s'intéresse pas beaucoup à la façon dont nous tenons et surtout qui ne veut surtout pas admettre que la façon dont nous tenons, c'est quelque chose, j'allais dire, d'extrêmement fragile. Vous savez, il y a un chercheur qui s'appelle René Amalberti, qui travaille plus particulièrement sur l'aviation, et qui vous explique avec beaucoup de tranquillité que lorsqu'un vol s'effectue, finalement, de Paris jusqu'à New York, et lorsqu'il y a un ergonome qui est là, juste à côté de lui, et qui regarde par rapport aux procédures prévues les écarts, les erreurs, à la fin du vol, en général, il constate que le taux d'équipage fait environ 160 erreurs. Puis il vous explique que c'est pas grave, parce qu'ils en récupèrent 140. Il vous explique aussi, et la bonne nouvelle, c'est qu'en faisant les erreurs et en les rattrapant, ils sont dans une dynamique de maîtrise qui est à peu près acceptable. Eh bien, cette chose, si vous voulez, qui est évidente, imaginez, si vous voulez, vous montez dans l'avion en disant, voyez, bonjour, vous êtes sur Air France, vous êtes sur je ne sais pas quoi, vous êtes sur un équipage, il va faire 160 erreurs, mais c'est pas grave. Il va en rattraper 140. C'est insupportable. Et dans tous les domaines, que ce soit les domaines finalement des hôpitaux, tout ça, etc., nous sommes dans cette relation un petit peu compliquée. Donc, la réflexion que je voulais avoir avec vous en disant, attention de ne pas trop se projeter sur le pire, de se projeter sur le risque, qui a un effet curieux, c'est-à-dire c'est de blanchir, si je puis dire, tout ce qui fait que tous ces travaux sur l'insécurité dans les organisations, qui nous permet finalement de tenir au jour le jour. Et ça serait intéressant, si vous voulez, de réinvestir ce domaine, parce qu'une des traductions, si vous voulez, qui est un petit peu dommage, et ça c'est des discussions aussi en les sciences humaines et sociales, c'est que vous n'allez pas dans les usines, c'est bien normal. Vous n'allez pas dans les centres où on gère le nucléaire, c'est bien normal. Vous n'allez pas dans ces endroits-là, mais les chercheurs n'y vont plus beaucoup. Et ça, c'est une vraie question. Pourquoi ? Parce qu'une grosse partie de la recherche
se focalise sur la gouvernance, sur l'intégration des parties prenantes, sur les questions d'éthique, c'est-à-dire sur des mots, des interrogations qui sont tout à fait intéressantes, mais vous voyez, qui nous engagent dans un paysage des valeurs au détriment du regard que l'on devrait porter sur comment tient le monde dans lequel nous sommes et dans quelles limites. Je vous remercie. Merci Claude Gilbert pour ces propos introductifs, effectivement qui nous donnent à réfléchir et qui nous invitent également avec la communauté scientifique à réinvestir, en tout cas, ou poursuivre la recherche sur ce champ du risque. Ronnie Broman, donc on vous a présenté tout à l'heure, vous êtes associé à l'histoire de MSF, vous continuez à travailler avec cette fondation, je l'ai dit tout à l'heure en tant que directeur des activités scientifiques. Alors avant de revenir sur un cas pratique, j'allais dire illustré par le personnel humanitaire en zone de conflit, j'aimerais que vous réagissiez aux propos de Claude Gilbert sur peut-être cette notion de résilience qui nous interpelle ou sur l'ensemble de sa contribution. Oui, eh ben, y a deux points sur lesquels je trouve... enfin, deux idées qui me viennent à l'esprit, entre autres, en écoutant Claude Gilbert. L'une, c'est la conclusion à laquelle vous étiez arrivé, le regret que je partage du fait que les chercheurs vont moins sur le terrain. Disons, pour le dire comme ça, c'est les questions d'éthique, les questions de gouvernance, les questions d'inclusion des partis, pour reprendre les thèmes que vous avez traités, on les rencontre dans toutes les formes de collectivité humaine, et il est bien normal qu'ils s'y intéressent. Mais que cela soit fait à partir de comptes rendus ou d'études de laboratoire, même si ça a une certaine justification, ne devrait pas dispenser de voir dans une observation participante, dans une présence sur le terrain, comment les choses se passent. Et si je le dis, c'est parce que dans les contacts assez réguliers que j'ai avec le monde de la recherche, je constate le regret qui exprime un certain nombre de chercheurs de ne plus avoir la possibilité d'aller, ou de ne plus, n'exagérons pas tout de même, disons, il y a une sorte de tendance établie au repli, à l'éloignement par rapport aux enjeux de terrain, pour des questions de temps, des questions de commodité, des questions de crédit, enfin toutes sortes de raisons qui, prises une par une, sont toutes justifiables, mais qui, dans leur ensemble, éloignent les chercheurs des réalités de terrain, ce qui est extrêmement regrettable. Le deuxième point, donc j'y viens, sur la résilience. Moi, personnellement, j'ai une vision beaucoup plus critique que celle que vous avez exprimée de cela. Ce terme, on l'a vu apparaître dans les années 90 et prendre un grand essor au cours des années 2000. Il est importé des sciences dures, ou disons des sciences naturelles, enfin de la physique des matériaux, ou de la physique et la chimie des sols. Il désigne effectivement la possibilité pour un ensemble physique ou naturel de revenir à une forme d'équilibre après avoir subi un stress ou un choc. Ça, c'est, disons, dans les sciences dites dures, la manière dont ce terme est utilisé. Et je ne doute pas un instant qu'il ait sa pertinence, il ait un sens utile à la connaissance et à la prise de décision. En revanche, dans le domaine que je connais moi, je le trouve extrêmement dangereux, enfin c'est-à-dire extrêmement pervers. La résilience, nous sommes, nous, les organisations humanitaires, les organisations d'entraide en général, sommes appelés à travailler, par les bailleurs de fonds, les Nations Unies, sommes appelés à développer la résilience, des populations susceptibles d'être frappées par un événement, en particulier dans les situations de catastrophes naturelles. Ça se fonde sur l'idée que les populations sont sidérées, traumatisées par le choc qu'elles ont dû encaisser au moment de la catastrophe naturelle, et qu'il faut donc les aider à mieux résister à ce choc, à revenir plus rapidement vers la vie ordinaire, comme vous le montriez tout à l'heure.
Et ça se fonde sur deux constats qui se situent sur deux registres différents, deux constats, pardon, deux croyances, ou deux thèmes qui sont sur des registres différents. Le premier, c'est celui que les populations seraient sidérées et traumatisées. Ça n'est pas le cas, ce n'est pas ce qu'on observe empiriquement. Empiriquement, on voit que dans toutes les situations de catastrophes naturelles, après un premier moment naturellement de choc, de tristesse, d'horreur, bien entendu, on réagit avec ses émotions, apparaissent des organisateurs spontanés ou institutionnels de l'entraide, c'est-à-dire soit des gens qui n'avaient aucune fonction et qui deviennent en quelque sorte des leaders pour la mise en place d'un entrepôt de nourriture, d'une distribution de médicaments, enfin bref, des mécanismes de l'entraide qui sont la réaction systématique, constante, qui ne souffre aucune exception de toutes les sociétés ou les groupes humains qui sont frappés par une catastrophe. Donc ça n'est pas du tout la sidération, mais au contraire la prise en charge. Et que ce soit dans le Valais ou dans le Népal, que ce soit en Europe ou en Afrique ou en Asie, on observe exactement les mêmes choses. C'est indépendant de toute donnée culturelle, sociale, etc. C'est une donnée anthropologique qui est qu'au moment d'une catastrophe, le mot d'ordre principal, c'est l'entraide, et la réalité, c'est que des leaders spontanés et naturellement des leaders institutionnels, municipalités, lieux de culte, armée, police, gouvernement, organisent l'entraide. Donc, c'est faire appel à cette notion de résilience pour favoriser la réaction, c'est déjà faire fi de la réalité observée à chaque fois que se déroule une catastrophe naturelle. Ça, c'est le premier registre critique que je voulais donner. Et le deuxième, qui est d'une certaine manière beaucoup plus problématique, parce que ça montre finalement le peu d'attention que l'on prête. Ça nous ramène à ce que je disais sur le terrain tout à l'heure. Il faut être sur le terrain pour voir ces choses-là. Vous ne les voyez pas de loin. Vous ne les voyez pas dans les représentations publiques. Il faut vraiment être directement au contact pour le voir. Mais l'autre chose, c'est, disons, l'autre enjeu, il est beaucoup plus politique, celui-ci. Il consiste à habituer peu à peu les différents intervenants, les différentes populations, à l'idée que c'est sur elles que repose le fardeau de la prise en charge. Bien que, et ça n'est pas du tout contradictoire avec ce que je viens de dire, dans la réalité, naturellement, les gens font preuve d'autonomie, de solidarité, ils y vont, ils s'entraident. Par exemple, après le tsunami, une enquête de Médecins sans frontières avait montré que 99% des gens frappés par le tsunami avaient le soir même, le tsunami s'était produit un matin, le soir même, bénéficiaient d'un repas chaud et d'un toit. Et ça, c'était pas l'aide internationale, naturellement, qu'il avait apporté, puisqu'il lui fallait plusieurs jours, voire 15 jours pour se déployer. C'était vraiment la réaction locale. Moi, je n'appelle pas ça résilience, j'appelle ça comportement humain, comportement de solidarité, de compassion, d'entraide, comme on en voit tous les jours dans la vie sociale, dans la vie humaine, sans du tout idéaliser, par ailleurs, parce que la vie aussi reprend ses droits, et les rapports de force sociaux et les violences, elles peuvent aussi reprendre leurs droits. Mais dans l'immédiat, c'est ça qui se passe. En revanche, ce que les gens ne peuvent pas faire, c'est fabriquer un hôpital, fabriquer des engins de levage, de déblaiement des rues, prendre les mesures de protection, par exemple, d'urbanisme, d'équipement, qui permettent de contenir les effets d'une catastrophe naturelle, par exemple la préservation de la mangrove pour l'entretien des côtes, la possibilité d'avoir des unités de génie militaire qui viennent remplacer les ponts lorsqu'ils ont été détruits par un séisme, des capacités de projection médicale qui permettent d'avoir des équipes médicales locales qui viennent là pour distribuer enfin bref, quoi, vous voyez tout ce que, je ne vais pas faire le détail de tout cela. Tout ça, ce sont des choses que vous, moi, en tant qu'individus, nous ne pouvons pas réaliser. Mais cette insistance mise sur la résilience établie comme une sorte de priorité sur laquelle il faut travailler en prévision de catastrophes naturelles dont les effets, du simple fait de l'urbanisation et de la croissance démographique, dont les effets donc ne peuvent qu'aller en s'amplifiant, cela, c'est
par avance une sorte d'exonération offerte au gouvernement par rapport aux responsabilités que l'on attend d'eux, à savoir d'avoir des forces de l'ordre, des forces de sécurité sociale, de sécurité médicale, des politiques d'urbanisme, etc., qui soient là. Donc il y a là, dans la résilience, il y a à mon avis la manifestation dans le domaine de l'aide internationale et l'humanitaire d'une sorte de libéralisme, enfin plutôt de néolibéralisme, qui est problématique. Donc c'est une notion finalement assez idéologisée, même si au départ elle ne l'est pas. Peut-être reviendrons-nous à cette notion de résilience avec nos autres intervenants tout à l'heure. J'aimerais maintenant resituer un petit peu sur le champ de l'humanitaire, puisque vous les avez cités, les acteurs de l'humanitaire. Et je rappellerai simplement qu'à MSF, vous êtes sur une population de 30 000 personnes qui participent de cette œuvre, j'allais dire, d'intervention sur des zones de risque, pour des raisons de violence ou de conflit local, pour des zones de catastrophes naturelles. Alors comment on accompagne cette population des humanitaires et les populations in fine victimes de ces catastrophes dans, j'allais dire, l'après-risque ou la gestion du risque, ou comment on appréhende cette réalité? Et d'ailleurs, quelle est la réalité du risque auprès de cette population des humanitaires? Est-ce qu'il n'y a pas non plus un décalage entre ce qu'ils vivent sur le terrain et notre perception, j'allais dire, depuis les villes du Nord, pour faire court, de ces risques qui sont réellement vécus? C'est une vaste question que je réduirais par par le truchement des représentations que l'on se donne. Par exemple, les catastrophes naturelles sont pour l'essentiel ramenées aux catastrophes, aux phénomènes sismiques, aux tremblements de terre, pour une moindre part aux inondations. Et cela, me semble-t-il, pour la simple raison que ce sont des événements, enfin pour la raison primordiale, que ce sont des événements qui sont à la fois aigus, c'est-à-dire qui surgissent brutalement, ou en peu de temps, très brutalement pour un tremblement de terre, en peu de temps pour des inondations, ça peut prendre tout de même quelques jours, mais c'est une échelle de temps courte, par opposition par exemple à des sécheresses ou à d'autres phénomènes, disons, plus ou moins naturels, qui eux sont étirés dans le temps. Donc il y a déjà une sorte de biais de représentation qui est lié à l'inscription dans le temps. Ce qui est aigu et se développe rapidement n'est pas nécessairement plus grave que ce qui est chronique et se développe à bas bruit. Mais l'attention est attirée sur ce qui est aigu. Et en plus, sur ce qui se photographie ou sur ce qui se représente facilement à l'image. Photographie ou qui se filme. Et c'est donc un deuxième biais. Une sécheresse, bon, ça peut se photographier quand les terres sont craquelées, quand on voit... Enfin, il y a quelques codes d'images qui sont assez familiers. Le cadavre d'une vache décharnée, un acacia tout sec, une terre totalement craquelée, une femme qui passe avec son enfant sur le dos. Voilà, on a la représentation dont le grand photographe Sébastien Salgado a notamment, notamment contribué à mettre en circulation, mais qui est devenu une sorte de cliché, je ne dis pas ça contre les photographes qui font cela, mais qui est devenu une représentation cliché de cela. Il n'empêche qu'avant qu'on en arrive à ce stade-là, s'est déroulée une très longue phase pendant laquelle des choses étaient à faire, et le biais de représentation peut introduire un biais d'action. Donc on est attiré vers le cours, enfin attiré, je parle de l'opinion publique, car les organisations humanitaires qui veulent être responsables essayent d'échapper à ces biais et essayent d'élargir leur action, de ne pas être captifs de ces représentations. Mais dans l'idée qu'on s'en fait, oui, on est très pris par cela. Et par ailleurs, c'est peut-être la chose, disons, un peu désagréable à laquelle il faut prêter attention. Il y a un biais de sympathie ou d'hostilité, ou en tout cas un biais d'attirance pour des populations. Par exemple, je me rappelle quand il y a eu des tremblements de terre en Iran, pendant l'un d'entre eux, celui de Bam, en 90, j'étais encore président d'MSF. Contrairement à l'usage, on n'a reçu aucun don. Les appels que l'on a lancés pour nous permettre d'intervenir ont été sanctionnés par un chèque et quelques centaines de lettres d'insultes, mais rien d'autre. L'Iran était encore plus diabolisé à l'époque
qu'il ne l'est aujourd'hui. C'était les ayatollahs, le terrorisme, etc. Et donc la population civile, enfin la population frappée par le séisme, était totalement laissée à l'écart. En revanche, un séisme, c'était la même chose pour le Cachemire. Par exemple, le Cachemire, en 2005, était encore plus frappant parce que le Cachemire a été, dans un passé que les plus jeunes ont sans doute oublié, une terre paradisiaque. Le Cachemire était un endroit de prospérité, de calme, de savoir-vivre, de culture, de plaisir. Ce qu'on voit par exemple en lisant Shalimar le clown de Salman Rushdie, qui rétablit cette période dorée, enfin cette période heureuse du Cachemire. Aujourd'hui, le Cachemire est un endroit de barbus terroristes, de violence, de choses horribles. Eh bien, vous vous souvenez peut-être pas, mais en 2005, il y a eu un important tremblement de terre au Cachemire, auquel il a été répondu. D'ailleurs, les organismes humanitaires ont répondu, mais sans soutien de la presse et de l'opinion publique, car c'était totalement ignoré. C'était un énorme tremblement de terre qui a fait dans les 60 à 70 000 morts, c'est-à-dire autant que Port-au-Prince en 2010. Mais il a été presque, je ne dirais pas totalement ignoré, il ne faut pas exagérer, mais il n'a pas fait la une et il n'a pas suscité de grands mouvements d'adhésion. En revanche, un tremblement de terre plus petit comme celui du Népal, très ouvert à la presse, c'est plus simple de travailler à Katmandou que de travailler dans les villes du Cachemire, mais dans les deux c'était possible. Là, le Népal est indexé positivement dans notre échelle. C'est un lieu de tourisme mondialisé avec évidemment les grands trekking dans l'Himalaya. Et puis Katmandou, c'est une ville connotée positivement. Donc un effort est immédiatement fait, la presse se précipite et l'encombrement, très rapidement, on a un encombrement, un surplus de secours, un surcroît de problèmes finalement pour les autorités locales qui ne peuvent pas gérer cet embouteillage de secours. Donc, vous voyez, dans cette répartition de ces ressources, dans les représentations qu'on se fait des catastrophes, interviennent plusieurs facteurs, à la fois le temps, la capacité à se la représenter de façon physique, et puis quelque chose de beaucoup plus immatériel encore, un indicateur de sympathie ou d'hostilité, au contraire, qui conditionne la chose. Mais bon, les organisations humanitaires, c'est, je pense, important de le garder à l'esprit, ont la responsabilité de lisser, en quelque sorte, de décréter un peu ces saillies et de tenter de répartir leurs ressources, leurs biens, en fonction des besoins et non pas des sympathies, des mobilisations médiatiques ou des choses comme ça. En termes de risque, et je reviens là, au titre de cette soirée, vers le risque zéro. Donc, on a vécu ces derniers mois la crise Ebola, donc avec un risque avéré, manifeste pour les populations et pour les personnels qui l'accompagnent. Est-ce que dans l'échelle des risques, le risque épidémiologique aujourd'hui est plus important que d'autres formes de risques pour les populations, ou si on peut hiérarchiser quelque part les risques du point de vue de la parole humanitaire, comment on structure un peu cette hiérarchie? Non, je ne crois pas qu'on puisse hiérarchiser, je ne crois pas qu'il faille d'ailleurs le faire, car toute hiérarchie procède d'une perception, d'un certain type de répertoire d'action. Moi qui suis médecin, qui ai fait tout mon parcours dans l'aide internationale, dans l'aide humanitaire à l'intérieur d'une organisation médicale, je peux vous citer toute une série de pathologies qui me semblent très importantes à prendre en compte, depuis des pathologies relativement ignorées mais à fort potentiel épidémique, comme les tuberculoses multirésistantes, jusqu'aux épidémies émergentes, épidémies virales qui vont immanquablement, d'ailleurs depuis 30 ans, on les voit se manifester mais on ne fait pas le lien entre ces différentes épidémies. Mais les épidémies virales sont probablement l'avenir. Et Ebola, chikungunya sont la suite du sida et d'autres épidémies qui ne manqueront pas de venir. Ce qui pour moi n'est pas une catastrophe en soi, mais qui incite à se préparer, à réagir, à trouver des médicaments antiviraux, à repenser un certain nombre de formes d'organisation sanitaire pour répondre à ces... D'ailleurs, je voudrais bien dire un mot de la grippe A dont vous avez parlé tout à l'heure, parce que
elle est très représentative de surréaction intéressée, d'amplification délibérée du risque. Et il faut éviter de verser dans l'autre. Donc, pas de hiérarchie du risque, selon moi, mais parce que elle est nécessairement artificielle. En revanche, le Ebola, vous savez que Médecins sans frontières a été, disons, au front sur Ebola, était la première organisation à réagir et à assurer une bonne partie du déploiement sanitaire dans cette situation sur les 3 pays frappés. Mais il y a, comment dire, il y avait un choix primordial de gestion du risque qui était de décider si l'on s'attaquait à l'épidémie elle-même ou au cas individuel. Si on avait une approche de santé publique visant à contenir l'expansion de l'épidémie, ou si on avait une approche plus clinique visant à traiter les patients qui étaient atteints par la maladie. On peut dire qu'idéalement, ce sont les deux qu'il faut mener de front, parce que les patients qui sont atteints par la maladie, ils sont bien contents de mesures préventives qui leur permettraient d'éviter d'être atteints, et que les deux sont un bien à la fois individuel et collectif qu'il faut défendre. Et c'est naturellement ce que j'ai à l'esprit. Mais il se trouve que dans un épisode aigu, surtout avec la lenteur des réactions des gouvernements et de l'OMS, qui sont des éléments du problème, il y avait, pour Médecins sans frontières, en tout cas, des choix à faire. Le choix a été fait de contenir plutôt l'épidémie que de traiter les cas individuels. Et finalement, ce choix est à certains endroits justifiable, à d'autres endroits discutable. Et la première leçon que j'en tire, c'est qu'il est important dans la gestion d'un risque, la gestion pratique d'un risque, enfin, pardon, d'un problème sanitaire, d'un événement sanitaire comme celui-ci, de laisser une place au débat à distance, c'est-à-dire de revenir, de ne pas se laisser enfermer dans une modalité précise d'action, mais de se ménager des étapes d'examen sans a priori, visant à déterminer si l'orientation prise initialement est la bonne, ou si elle doit être corrigée, ou si elle doit être abandonnée pour une autre orientation. Et là-dessus, c'est un exercice extrêmement difficile, parce que dans les urgences qui impliquent de grands risques pour le personnel sanitaire, vous savez qu'il était beaucoup plus dangereux d'intervenir sur Ebola que d'intervenir dans la plupart des situations de guerre. Hein, 10% des cas d'Ebola sont des cas intervenus dans le personnel sanitaire, et 5% de la mortalité se trouve dans le personnel sanitaire. Donc c'était une action extrêmement dangereuse, avec donc une implication personnelle et collective de la base au sommet de Médecins sans frontières extrêmement forte. Et quand il y a tant d'affects qui sont impliqués, la discussion un peu froide, un peu distanciée, est extrêmement difficile. Et je dois dire que pour l'instant, à MSF, cette discussion a donné lieu à plus de prises de bec, plus d'engueulades que de mesures positives, d'analyses un peu apaisées de la situation. Donc peut-être est-il encore trop tôt, bien que ça fasse quand même déjà 15 mois que l'épidémie a commencé. Elle n'est toujours pas entièrement terminée, hein, je le signale. Donc cette question de Ebola n'était théoriquement pas un risque dans la région d'Afrique de l'Ouest où elle s'est produite, où l'épidémie a éclaté. Et c'est la raison principale pour laquelle le syndrome clinique, qui était assez aspécifique, il ressemblait à une sorte de grippe sévère ou à un palu ou un choléra, un paludisme, pardon, ou un choléra, donc deux pathologies endémiques de la région, vers laquelle l'attention est spontanément attirée du fait qu'elles existent déjà antérieurement, alors que Ebola se voyait plutôt en Afrique centrale et australe. Bon, ben ça prouve que les virus s'étendent et ça ne doit pas être une surprise, mais c'est ce qui a retardé les premiers diagnostics d'environ 3 mois. Mais vous noterez que dans tous les pays environnants, au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, donc qui n'a pas de frontière commune avec les pays atteints, mais
le virus a sauté, il sait sauter les frontières. L'épidémie a été parfaitement contrôlée, sans grand déploiement. À partir du moment où la conscience existait de ce risque, la gestion de celui-ci a été extrêmement efficace. Il n'y a pas eu d'épidémie dans aucun de ces pays-là. Donc la préparation et la compréhension du risque sont absolument essentielles à sa gestion et se traduisent par des mesures très efficaces. Mais là encore, ce n'est pas une nouvelle. Le fait qu'il n'y ait pas de cas, ou très peu de cas au Sénégal, un cas au Sénégal, 4 ou 5, je crois, au Mali, une vingtaine au Nigeria. Bon, ça a défrayé la chronique, mais ce n'était pas, on ne disait pas « regardez, l'épidémie ne s'étend pas ». On disait « regardez, il y a quelques foyers ». C'est-à-dire que l'attention médiatique tend à exagérer en permanence le risque et à nous éloigner finalement des bonnes nouvelles que sont, par exemple, le fait que même avec des moyens très limités, il est tout à fait possible de contenir un phénomène épidémique à sa racine. Merci René Broman. Nous allons poursuivre avec nos autres intervenants que je vais appeler sur la scène. J'appelle donc Philippe Champin, j'appelle Bernd Grambeau, Monsieur Paul Fatal et Frédéric Leblay. Voilà, je ne vous vois pas. Merci. Oui, on peut vous applaudir. Je vais commencer avec Paul Fatal, voilà, qui prend un micro. Bonjour, vous êtes professeur des universités et vice-président de la qualité du développement durable au sein de l'université de Nantes. J'aimerais qu'on... Excusez-moi, je termine ma présentation. Vous êtes également spécialiste des problèmes de risque liés aux pollutions pétrolières sur les côtes. Vous avez travaillé sur le cas de l'Erika notamment, et spécialiste également des problématiques d'érosion côtière. Alors j'aimerais avec vous qu'on revienne sur cette capacité, René Broman nous le disait, des sociétés à réduire le risque. Alors comment les sociétés font-elles face à cette question du risque? Comment ce risque augmente ou diminue selon les époques, selon les niveaux de préparation? Dans nos réflexions que nous menons sur ces problématiques de pollution sur les littoraux, pollution par les hydrocarbures, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, en fait, plus on est dans un niveau de préparation, plus on diminue le risque. Et c'est très intéressant parce que finalement, ça participe, alors on reviendra peut-être sur le thème de résilience, ça participe, entre guillemets, à la capacité qu'ont certaines sociétés de répondre au risque. Je donne un exemple simple. Si on regarde le risque à l'échelle planétaire est lié aux pollutions par les hydrocarbures, on voit très bien qu'il y a des secteurs qui sont plus ou moins sensibles. Et en fait, cette sensibilité des sociétés va être réduite du fait de ce niveau de préparation. Juste sur ces niveaux de préparation et sur cette perspective historique aussi par rapport à la gestion du risque, comment dans l'histoire, j'allais dire, ou en tout cas sur les questions des pollutions d'hydrocarbures, cette notion du risque, cette notion d'accidentologie ou de vulnérabilité, c'est un autre mot qu'on peut utiliser, évolue-t-elle ces dernières années? Alors, on a souvent tendance à dire, parce qu'effectivement on parlait de visuel tout à l'heure, on a souvent tendance à dire « Ah, il y a une marée noire, c'est une catastrophe majeure ». Et lorsqu'on regarde les statistiques depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, on se rend compte que finalement, il y a des marges d'escalier, et que ces marges d'escalier vont vers une réduction des catastrophes. Et donc, finalement, il y a un niveau de préparation associé, et il est lié à quoi? Il est lié à ce que les sociétés vont anticiper, d'une part, mais d'autre part aussi, il est lié, par exemple, à toutes les juridictions internationales qui vont se mettre en place. Il est lié à de la technologie, c'est-à-dire on va mettre en place des bateaux à double coque, alors on peut en débattre, etc. Et donc, on voit qu'il y a progressivement une diminution des risques potentiels sur les littoraux si on parle uniquement des pollutions par les hydrocarbures. Donc cette préparation, elle est liée effectivement aux normes, au droit international dont vous parliez aujourd'hui. Quelle est un petit peu la dynamique du droit international de limitation des risques au-delà vous parliez un petit peu des bateaux à double coque, mais pas seulement. Il y a des juristes dans la salle. Souvent, le droit est a posteriori et souvent les réactions du droit. C'est-à-dire qu'il faut que surviennent des catastrophes pour que finalement
le droit met en place un certain nombre de choses. Alors peut-être que mes collègues en discuteront tout à l'heure avec moi, mais effectivement, on se rend compte que c'est à coup de ces soubresauts, et je dirais presque de manière provocateur, j'aurais tendance à dire, dans le domaine qui me concerne, j'espère qu'il y aura d'autres marées noires, parce que quelque part, ça va mettre en place, ça va procéder, finalement, on va procéder à de nouvelles juridictions qui vont nous permettre de... Mais il n'y a pas que ça, bien sûr. Il y a tout le volet, c'est-à-dire qu'au fond, on parlait de vulnérabilité tout à l'heure, cette vulnérabilité qui est aussi une façon, une capacité qu'ont les sociétés de répondre à un événement, cette vulnérabilité peut être réduite par un certain nombre d'éléments que sont le droit, bien sûr, que sont la capacité des sociétés à réagir face à un événement, etc., etc. Sur cette capacité à réagir, et si on revient à une situation régionale qui a été l'Erika, et donc cette pollution forte sur la côte de l'Atlantique, quelles leçons ont été tirées de l'Erika, quels constats ont été faits? Et si on fait le lien avec le mot de résilience qui a été utilisé tout à l'heure, est-ce qu'on peut appliquer cette notion de capacité résiliente aux territoires affectés par l'accident de l'Erika? Alors, sur les leçons à tirer, malheureusement ou heureusement, ces événements peuvent survenir, on va dire, sur un rythme qui peut être d'1 an, 2 ans, comme Erika Prestige, c'est 3 ans finalement. 2 événements majeurs. Mais entre l'Amoco Cadiz et l'Erika, 20 ans se sont déroulés. Donc finalement, il y a une perte de mémoire de l'événement, et donc finalement, va se retrouver dans des situations où on est un peu perdu, dans un premier temps, s'il n'y a pas des gens qui sont les sachants. Par contre, il faut complètement relativiser ce qu'est, par exemple, une marée noire, par rapport à ce que vous évoquiez, M. Baumann. C'est-à-dire qu'en fait, en termes de résilience, nous, dans notre jargon, la résilience est extrêmement simple, même si elle a été, et c'était très intéressant, débattue. La résilience, c'est le temps nécessaire pour qu'un écosystème qui a été perturbé par un événement retrouve une forme d'équilibre. Erika, on a dit c'est une catastrophe majeure, les médias ont fait un battage absolu, et en réalité, pour que les pousse-pieds, suite au Prestige, la marée noire du Prestige sur la côte galicienne, reviennent, ces pousse-pieds, que les Espagnols, ils en sont très friands, pour qu'ils reviennent, il a fallu moins de 4 ans. La résilience sur un événement comme l'Erika, c'est aussi moins de 4 ans. En termes d'écosystème, je parle bien sûr d'écosystème. Et donc, c'est, somme toute, relativement peu. À mettre en perspective, bien sûr, par rapport à des pollutions qui sont chroniques, et là qui perturbe le milieu de manière bien plus durable. Donc vous voyez, entre l'événementiel et la situation chronique, il y a des choses à mettre en perspective. Très bien. Nous allons poursuivre avec votre voisin, M. Bernd Grandbeau. Vous êtes directeur du laboratoire de physique subatomique et des technologies associées à l'Université de Nantes. Vous êtes responsable également du pôle radiochimie du laboratoire Subatec et professeur à l'École des Mines. Alors avec vous, j'aimerais qu'on revienne peut-être sur cette définition ou sur l'intitulé de la conférence qui était cette notion de risque zéro. Est-ce que c'est possible? Comment on peut qualifier le risque? Qui est en charge de qualifier le risque et de lui donner sa définition? Alors, de mon côté, je pense que c'est quand même quelque chose un peu ambivalent, parce que tout le monde que je connais, il est tout à fait prêt à accepter des risques et prendre des risques dans je fais le ski ou de voiture, je ne sais pas, sans problème. Alors, l'idée qu'on cherche un monde sans risque, je ne connais pas. Je ne crois pas qu'on cherche. Par contre, on n'aime pas qu'on est exposé à un risque que quelqu'un d'autre nous expose à nous, qui nous impose ce type de risque. Et là, surtout si c'est dans la sphère politique, on a très vite de dire ça je ne veux pas. Et là, les contre-discours, c'est après de dire il y a toujours des risques. Alors c'est plutôt une posture politicien, quelque façon. Le risque zéro n'existe pas. Je n'aime pas trop cette positionnement. Par contre, je peux bien constater dans le domaine nucléaire, dans le domaine environnement, qu'il
il y a quelque chose des risques un peu très diffus. Ça veut dire on vit très bien dans ce pays. Il y a, je partage pas entièrement ce que Claude a dit. Voilà, il y a une orientation sur le pur. On vit quand même avec les centrales. Et de quelque façon, les gens ne sont pas entièrement inquiets. Il y a des gens qui sont plus inquiets que les autres, certainement. Mais quelque façon, pour moi, les questions, c'est vraiment qu'est-ce que c'est le risque dans ces conditions-là. Vous avez dit, voilà, qui définit les risques. Pour moi, il y a plusieurs définitions. Il y a, par exemple, prenons Tchernobyl. Il y a des gens qui disent, des organisations mondiales même, qui disent qu'il y a une centaine, peut-être un millier de morts associés à Tchernobyl. Il y a des autres qui disent non, il y a 1 million. Et entre les deux, il n'y a pas vraiment ce n'est pas la science qui va trancher. Ce n'est pas la vérité qui nous manque. C'est une question de bataille ou une discussion sur la définition des risques qui sortent d'être quelque chose entièrement objectif, quantifiable, à quelque chose qui c'est ce sujet de débat, élément de la débat public. Et dans lequel, évidemment, les éléments scientifiques ne disparaissent, mais ils viennent objet de la débat, objet d'interprétation et autre chose. En termes de scientifiques, je crois qu'à Nantes, vous travaillez cette question du risque, justement, avec de multiples champs disciplinaires. Comment on anime un petit peu l'approche transversale, l'approche pluridisciplinaire autour du risque? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette expérience nantaise, j'allais dire, de jeu à la nantaise? Il y a différents niveaux. Évidemment, le nucléaire fait débat, ça c'est déjà clair. Ça commence avec des anciennes mines ici, par exemple, Pays de la Loire, il y a certaines mines qui sont encore dans la propriété d'Areva. Et est-ce qu'on ne peut pas les retourner à un moment donné dans le domaine public? Ils ne sont pas utilisés, ils sont fermés. Alors, à un moment donné, pourquoi pas de passer vers mettre des éoliennes sur le territoire ou même faire là, cette question pose comment on peut analyser, est-ce qu'il y a un risque derrière ou non? Les chercheurs, par exemple, le radiochimiste à Subatec, il peut analyser l'uranium dans un minéral. Et quoi? Est-ce que ça c'est dangereux? Est-ce que c'est pas dangereux? Et là, on entre à une discussion qui nous pourrons, en tant que chercheurs, ne pas entièrement résoudre nous-mêmes. On a besoin, par exemple, des sociologues ou quelqu'un qui font après des discussions avec les anciens ouvriers, reconstruire les mémoires, voir un peu qu'est-ce que s'était passé, comme ça fonctionne, faire des interviews avec les citoyens, étudier éventuellement le prix foncier des bâtiments ou de là-bas. Il y a plein des observables qu'il faut collecter tous ensemble pour savoir qu'est-ce que c'est derrière de toutes ces questions et pour qualifier ces territoires. Ça, c'est un exemple. Il y a un autre exemple, Fukushima. J'étais moi-même à Fukushima pour voir un peu, on a fait des ateliers pour regarder. Les choses ne sont pas du tout quelque chose, on dit les risques, c'est clair, c'est comme quelque chose que c'est un chiffre et je le sais. Il y a par exemple pour les populations, il y a une centaine de mille qui ont été évacuées. Les critères avec lesquels on les évacué sont exactement les mêmes critères avec lesquels, par exemple, pour Tchernobyl, on a dit que ce sont 100 morts, 100 000 morts, ou 1 million de morts. Ce sont les mêmes critères. Alors, comment une personne individuelle, une citoyenne, peut dire, voilà, avec tel et tel critère, je dois quitter mon territoire, je dois reconstruire mon vie, j'étais ouvrier ou j'étais ingénieur ou quelque chose, je deviens rentier dans une autre ville. Ce sont des décisions extrêmement graves qui se basent sur des questions très semblent scientifiques, mais qui sont en principe une interprétation sociétale des valeurs scientifiques. Très bien, nous allons poursuivre sur cette acceptabilité du risque avec Monsieur Philippe Champin.
Philippe, vous êtes médecin réanimateur au CHU de Nantes, gestionnaire des risques associés aux soins hospitaliers. Donc j'aimerais qu'on revienne avec vous sur effectivement ces différentes dimensions du risque. Là, on est dans le domaine du CHU et cette question de l'acceptabilité de certains risques plutôt que d'autres. Oui, ce qu'on peut dire, c'est que dans un établissement, il y a plusieurs types de risques. Il y a un risque qui est accepté, j'allais dire, dès lors qu'un patient rentre dans l'établissement, un risque qui fait partie du contrat médical. Ça veut dire qu'on doit l'informer. Si vous rentrez à l'hôpital pour une prothèse de hanche, le chirurgien va vous dire que le risque d'infection sur cette prothèse est peut-être de 1 à 2%. Il est connu, il est issu des publications, et on doit informer le patient pour qu'il puisse assumer et consentir. Il y a un deuxième type de risque qui est plus accidentel, qui relève peut-être de l'aléa thérapeutique, mais qui est réel, à tel point que la législation a fait que depuis 2002, on peut, dès lors que le dommage est suffisamment élevé, que le préjudice est élevé, aboutir à une indemnisation. Il y a un troisième risque qui est un risque surajouté, qui est lié à un dysfonctionnement d'un individu, mais pas seulement. La plupart du temps, on sait maintenant que la survenue de ce qui devient un événement indésirable est moins liée à la compétence des professionnels qu'à l'organisation et qu'à l'équipe. Et à travers différentes études, on a pu se rendre compte que ces dysfonctionnements, des problèmes de communication, voire d'antagonisme, d'organisation, sont génératrices de risques importants. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'au sein d'un même établissement, il y a plusieurs niveaux de risque en fonction des activités exercées. Pour reprendre René Amalberti, qu'on a déjà cité précédemment, il y a des niveaux de risque relativement élevés qui sont liés à un type d'activité comme la chirurgie d'urgence, par exemple, qui sera plus élevé que la transfusion sanguine ou l'anesthésie chez des patients en bonne santé. À côté de ça, cette chirurgie d'urgence, en fonction des pathologies, sera encore différente suivant les établissements. Et là, on voit que l'organisation est importante. Prenez un patient victime d'un accident de la voie publique très grave, qu'on appelle un polytraumatisé. Il est polytraumatisé, ça veut dire qu'il a plusieurs atteintes d'organes qui mettent sa vie en danger. C'est sa définition. S'il a la malchance d'avoir un accident, d'une part, et d'être dans un établissement périphérique, peut entraîner à la prise en charge de sa pathologie, son risque sera très nettement surélevé. Pour autant, il n'y a pas d'erreur de l'équipe, mais sa survie va tenir à l'expertise et à la compétence du chirurgien, et non pas à l'expertise et à la compétence de l'équipe. Et ce delta va faire que son risque supplémentaire sera très nettement surajouté. Voilà à peu près rapidement les différents types de risques qu'on peut voir. Et ceux sur lesquels on lutte, évidemment, c'est les événements indésirables, ceux qu'on induit par notre inorganisation, et essentiellement les autres, on arrivera à les réduire par les progrès technologiques, par la formation, par l'éducation, enfin, etc. Et comment est-ce qu'on prépare les personnels médicaux j'allais dire, à parler du risque avec les patients? On voit que l'acceptabilité du risque, elle évolue dans le temps. Vous parliez tout à l'heure de judiciarisation de certains risques. Comment donc on se prépare à interagir avec les populations sur cette question du ou des risques? Alors, la législation a évolué. Il y a un arrêt bien connu des juristes, c'est l'arrêt Edreul, 1997, l'inversion de la charge de la preuve de l'information délivrée. En l'occurrence, rapidement, c'est un patient qui devait bénéficier d'une résection d'un polype, je crois, et qui a fait une perforation intestinale au cours de la coloscopie. Et donc, le patient, légitimement, s'est plaint de cette complication. Il a dit qu'il n'avait pas été informé que ça pouvait aboutir à une perforation. Donc, les tribunaux se sont prononcés et ont dit que c'était pas au patient d'apporter la preuve qu'il avait reçu l'information, mais que c'était au médecin de prouver qu'il avait bien informé ce patient sur ce dommage. Ça a fait jurisprudence, évidemment, et ça a été très largement après repris dans la législation, notamment dans la loi du 4 mars 2002. Donc ça, c'est une des premières choses. Les sociétés savantes ont aidé les différents praticiens à formuler
le risque qu'il fallait démontrer au patient, qu'il avait à prendre, pour aboutir à un consentement. Donc on est vraiment dans la première catégorie, celle du bénéfice-risque. Vous avez une pathologie, vous devez prendre un risque. Est-ce que vous acceptez de vous faire opérer? Il n'est pas toujours obligé de se faire opérer de la hanche. C'est une fracture, oui, évidemment, mais autrement, on peut accepter d'avoir un peu mal. Voilà. Donc, si le patient est informé, il pourra consentir. Et puis, il y a les deux autres catégories que je vous ai dit. Vous pouvez prendre un médicament dans une bonne indication, avec la bonne posologie, et faire un accident allergique alors que vous n'étiez pas connu comme allergique. Là, on est dans une autre catégorie, c'est un risque accidentel. La troisième, c'est le risque induit par nos comportements des soignants ou de l'organisation, un brancardier qui arrive en retard, un ambulancier, peu importe, mais enfin, chaque professionnel peut interagir dans la chaîne de soins. Tout à l'heure, René Brunman nous parlait de l'avenir des risques ou des maladies. Quand on construit ou quand on a la volonté de construire un nouveau CHU à Nantes, comment on anticipe à 20 ans, à 30 ans, cette gestion du risque et l'organisation face au risque? Comment est-ce que ça se met sur le papier à ce stade? Ça, question piège. Particulièrement complexe, évidemment, parce que quand on prévoit un hôpital pour dans 20 ans, il faut prévoir ce que seront les connaissances médicales dans 20 ans. C'est assez compliqué. Vous savez que la demi-vie des connaissances médicales, c'est 5 ans. Donc les publications sont si nombreuses que tous les 5 ans, il faut, alors pas l'intégralité, mais il faut remettre ces connaissances à jour. Donc anticiper l'hôpital de demain, c'est un peu compliqué. Mais il faut certainement faire dans les nouveaux processus appel à ce qu'on appelle une cartographie des risques a priori. Bien souvent, on raisonne à partir d'un accident médical sur l'expérience. C'est déjà bien. On va partir d'un risque, on va l'analyser, on va en tirer des conséquences pour nous-mêmes et pour les autres, c'est-à-dire le partage de nos connaissances. C'est ce que fait parfaitement l'aéronautique, notamment. On commence à le faire en médecine, mais c'est pas récent. En 1910, Abraham Flexner fait les premières revues de morbi-mortalité sur les patients décédés au Canada et aux États-Unis. On a un peu de retard, mais on est en train de prendre le chemin. Et donc, cette cartographie des risques a priori, c'est prendre un processus de soins et l'analyser dans toutes ses composantes avant même qu'il soit mis en place pour savoir où on risque d'obtenir des risques. Souvent, évidemment, c'est dans les interstices, c'est dans les différents passages d'une équipe à l'autre. Nous allons poursuivre avec Frédéric Leblay et basculer dans un autre champ disciplinaire, j'ai envie de dire, puisque vous êtes maître de conférences en langue et littérature ancienne, chercheur en histoire de la médecine et des sciences, en philosophie hellénistique et romaine, à l'Université de Nantes. Alors avec vous, j'allais dire, comment les sociétés dans le temps ont fait face à cette question du risque? Comment se sont-elles représentées le risque? Quelles sont les traces aujourd'hui qu'on a de cette histoire du risque, j'ai envie de dire? Alors bon, je vais commencer par une évidence. Les sociétés ont toujours fait face au risque. Et après, bon, tout dépend de la nature des risques que l'on envisage, mais il y a un certain nombre de risques qui sont consubstantiels à notre environnement, au monde dans lequel nous vivons. J'ai eu l'occasion de parler cet après-midi des catastrophes naturelles. Ce sont des risques qui relèvent, je dirais, de l'expérience commune, collective de nos sociétés. Alors, de manière plus ou moins marquée selon les périodes de l'histoire et puis aussi selon les lieux d'existence des sociétés humaines. Donc ça relève d'une expérience commune qui a pu contribuer à former ce qu'on appelle un imaginaire collectif, même si cette notion aujourd'hui d'imaginaire collectif est de plus en plus discutée dans le domaine des sciences humaines, elle est un peu datée, un peu connotée. On aurait plutôt tendance aujourd'hui à parler d'expérience ou de récit partagé. Je pense que cette expression de récit partagé est intéressante et peut-être plus opérante pour nous que finalement l'idée d'imaginaire collectif, parce qu'il faut déjà pouvoir définir ce que c'est que l'imaginaire. Donc ça fait partie vraiment de ces récits partagés que l'on voit ressurgir dans les mythes et les croyances. On a eu l'occasion d'évoquer cet après-midi un certain nombre de mythes et de croyances liés à la fin du monde, au déluge, etc., dont on constate que ce sont des universaux, que ce sont des universaux de l'humanité.
ils sont parfois très liés à certaines traditions plus qu'à d'autres, mais d'une manière ou d'une autre, ces éléments sont quelque chose que nous partageons en tant qu'hommes. Et puis, un certain nombre de grands épisodes, de catastrophes, de destructions qui ont marqué l'histoire, continuent sans cesse à alimenter justement ces récits partagés qui nous sont propres. Je dirais que peut-être la nouveauté, peut-être historiquement, de notre monde contemporain par rapport à ce qu'ont pu être les époques anciennes, c'est la dimension de plus en plus fortement humaine des grandes catastrophes et des grandes destructions auxquelles nous sommes confrontés. Ça, c'est peut-être une nouveauté. Parce que, bon, quand je dis humaine, c'est-à-dire la dimension de la responsabilité humaine de l'acte humain. Donc, qu'on pense aux armes de destruction massive, que l'on pense aux questionnements aujourd'hui qui sont au cœur de notre réflexion sur le réchauffement climatique, la dégradation de l'environnement, etc. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui est moins inscrit dans notre histoire, hein, si j'essaye de remonter le plus loin possible, qui est sans doute propre à nos sociétés contemporaines, mais je dirais que fondamentalement, nous ne cessons de penser le risque, la catastrophe, la destruction, tout simplement parce que nous sommes mortels. Enfin, je crois que c'est une chose qui est importante de rappeler. C'est pour ça que cette dimension absolue du risque zéro est quand même quelque chose qui mérite d'être questionné. Il y a quand même un fait, c'est que nous sommes mortels et que nous habitons sur une planète qui est appelée à disparaître dans un système constitué d'une étoile qui est appelée à mourir. Et je pourrais poursuivre plus loin, mais je pense que ces idées-là, il est important de les avoir à l'esprit. Évidemment, je n'envisage pas un monde dans lequel cet impératif absolu du risque zéro, qui serait en fait l'idée de toucher à l'éternité et à l'immortalité des sociétés et des individus, je n'envisage pas que ça puisse être un objectif ni de la science ni des politiques publiques. Vous allez, dans quelques semaines ou quelques mois, coordonner un programme interdisciplinaire sur l'imaginaire de la fin du monde et l'expérience de la catastrophe. Quels sont les champs disciplinaires que vous allez associer à ce programme, juste pour faire un lien avec les journées scientifiques d'aujourd'hui? Alors je vous disais justement que c'était un sujet assez universel, puisque lorsque j'ai commencé à travailler sur ce projet, et puis que j'ai fait un petit peu un tour de table, un tour d'horizon des chercheurs qui seraient intéressés pour rejoindre ce travail collectif, je me suis aperçu qu'à peu près toutes les disciplines répondaient à l'appel. Donc c'est un projet qui associera des travaux donc, de collègues géographes, de collègues psychologues, de collègues historiens naturellement, philosophes, historiens des sciences, littéraires aussi et artistes, puisque la question des représentations fictives aussi de la destruction, de la catastrophe, c'est quelque chose qui alimente nos sociétés. Et puis aussi des collègues issus du domaine des sciences et des techniques, bon, même s'il s'agira avant tout d'une approche centrée sur les sciences humaines et les sciences sociales. Mais bon, c'est clairement, ce type de questions sont des questions qu'on voit apparaître aujourd'hui comme étant une évolution forte des recherches. On commence à voir apparaître aujourd'hui des objets qui sont des objets qui font totalement éclater les frontières de nos disciplines, avec parfois une structuration plus institutionnelle, hein, sous forme d'instituts. Parmi les partenaires que nous aurons pour ce projet, il y a le Big History Institute à Sydney. Alors, le Big History Institute, c'est quoi? C'est un institut qui réunit des chercheurs issus de toutes les disciplines, et quand j'ai toutes les disciplines, c'est vraiment toutes les disciplines, et qui travaille sur ce qu'on appelle aujourd'hui the big history, c'est-à-dire les grandes questions qui touchent l'histoire de l'humanité dans sa globalité, et qui ne peuvent par définition être abordées que de manière totalement transdisciplinaire. Donc c'est la naissance du monde, hein, c'est la création du monde, et puis son corollaire, la fin du monde. Ce sont ces questions-là qui sont des objets, je dirais, qui ne sont pas nouveaux dans leur existence. Hein. Ils font partie de nos récits partagés, mais qui deviennent des objets dont la science n'a plus peur de s'emparer.
Donc voilà, pour vous indiquer un petit peu ce que peut être la philosophie ou le profil de ce projet que vous évoquiez. À ce stade, j'interpelle également le public. Si vous avez des questions ou commentaires à nos invités, des micros vont circuler dans quelques instants. Je voudrais qu'on revienne sur cette notion, René Broman, de récit partagé ou de récit collectif autour de la normalité ou du risque. Comment on vit et comment on vit les travers, j'allais dire, entre le récit du risque et la réalité du risque. Et je reviens à cette question des personnels humanitaires sur le terrain, puisqu'en fait, on a des décalages de faits, d'éléments factuels et de perception du risque entre ce qui est vécu, ce qui est représenté. Il y a les décalages que vous venez de rappeler, et pour compliquer, après tout, on est dans un cadre universitaire, alors on ne fuit pas la complexité. Pour rajouter à ces décalages, il y a aussi des questions d'intérêt et de croyance. Et entre croyance et intérêt, la différence n'est pas toujours facile à faire. On a parfois intérêt à croire ce qu'on croit. Je pense en particulier à un épisode qui m'avait, bien que relativement récent, c'était en 2005, donc il y a une dizaine d'années, c'est-à-dire un moment où j'avais déjà quand même vu pas mal de choses dans le domaine des urgences internationales, mais c'est l'épisode du tsunami, qui a vu, et je pense que ça tient à un certain nombre de facteurs, liés à la représentation, mais qui a vu des discours totalement délirants produits par des institutions scientifiques, je pense en particulier à l'OMS, chargées au contraire de ramener un peu de raison dans des phénomènes qui peuvent être inquiétants. À la suite du tsunami, il y a eu une alerte épidémique, dont peut-être certains d'entre vous se souviennent. Le directeur des opérations d'urgence de l'OMS a mis en garde le monde contre le doublement de la mortalité causée par le tsunami. On en était à peu près à 150 à 200 000. Enfin, la mortalité n'était pas très clairement fixée. Donc il parlait de 150 à 200 000 morts qui allaient survenir dans les 2 à 3 semaines qui viennent, en rapport avec des épidémies elles-mêmes liées aux cadavres en train de se décomposer et qui allaient répandre donc du choléra, du typhus, de la typhoïde, que sais-je. Et ça a été une expérience extrêmement éprouvante, parce que, et ça nous ramène à cette notion de risque, parce que l'étude des catastrophes montre qu'il n'y a jamais eu d'épidémie après une catastrophe. Je dis bien jamais. Donc si on rapporte une épidémie à un nombre d'incidents par rapport à une population, le nombre d'incidents étant 0, le risque était 0. Et donc l'OMS, avec toute la force de son statut d'organisation médicale mondiale, a jeté la panique, a incité des gens à commencer des vaccinations, à enfouir précipitamment des cadavres, à déployer des moyens qui étaient absolument inutiles et décalés par rapport aux besoins. Bref, a entraîné à la fois un gigantesque gaspillage de ressources, une panique terrible, dont peut-être les effets psychologiques sur les individus ont été durables, et un enfouissement très rapide des cadavres, empêchant que l'enregistrement de la mort se fasse, avec à la fois ses dimensions psychologiques et juridiques, car la transmission d'héritage, tout ça dépend aussi de la reconnaissance d'un cadavre. Alors c'était quelque chose de très perturbant, et nous étions très peu à ce moment-là à critiquer cette mise en garde et à dire qu'il n'y avait absolument aucun risque épidémique, et que c'était entraîner tous les secours dans la mauvaise direction, affoler inutilement des populations, car la peur épidémique est une peur générale. Et ça, je pense que ça s'analyse en rapport avec, à la fois, comme je le disais, l'intérêt d'une personnalité probablement extrêmement cynique ou incompétente, je ne sais pas, entre les deux peut-être. Après tout, on peut être incompétent et cynique. C'est pas des catégories exclusives.
Cette personne a été, pour la sanction de cette faute professionnelle grave, personnellement, si ça avait été une personne de Médecins sans frontières à l'époque où j'en étais le patron qui avait fait ça, je ne suis pas punitif, mais je veux dire, il y aura eu une sanction. Parce que l'OMS était là pour dire non, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun risque lié au cadavre, aucun risque épidémique grave, quelques petits foyers de diarrhée peut-être, mais certainement pas de risque mortel. Mais c'était lié à l'énorme publicité donnée à cet événement majeur, en particulier au fait que c'était la première catastrophe qui a été filmée en direct avec les smartphones. C'était le début des smartphones, donc chacun était une sorte de reporter de l'événement sur place. On n'avait jamais vu finalement une catastrophe de l'extérieur. Là, pour la première fois, elle apparaissait, cette vague qui déferle, on la voyait. Et puis, là aussi, lieu de tourisme mondialisé, période de Noël, population connotée positivement. Enfin, il y a un ensemble de données à la fois historiques, sociologiques, psychologiques. Le monstre qui surgit des mers, enfin là, c'était vraiment une catastrophe de nature presque biblique. Hein. Toutes les cultures ont produit des représentations de la peur de ce type-là. Bref, il y a une sorte d'environnement favorable dans lequel surgissent des déclarations, car ça a été répété à de nombreuses reprises, qui ont elles-mêmes des effets désastreux sur la chose. J'avais dit, mais je ne le ferai pas parce qu'on n'a plus le temps, je voulais parler de la grippa, mais enfin bon, je renvoie les gens qui s'y intéressent à Internet et au débat qu'il y a là-dessus. Mais enfin, la vaccination pour la grippa était le mélange d'intérêt et de croyances, d'intérêt pharmaceutique et de croyances dans le ressurgissement de la grande épidémie 1918-1919, qui a fait entre 20 et 50 millions de morts à l'époque, probabilité pratiquement nulle de reproduction, mais affirmation insistante de cette possibilité. Donc il y a dans la notion de risque, à mon avis, la manière dont c'est géré en fonction de certains intérêts, de certaines représentations, soit trompeuses, soit délibérément malhonnêtes. Tout ça fait partie de ce que l'on doit comprendre dans le risque. Et je pense que plusieurs des choses qui ont été dites là se raccordent, pas tout, parce qu'il y avait bien d'autres aspects très intéressants aussi, mais se raccordent à cette représentation, disons, un peu ambiguë du risque.